remercier, faire un grand merci donc, à la Volante donc, pour leur invitation à parler de l'histoire de Vincennes et pour ce qui s'avère être son premier cours, Volon. Alors, nous avons donc Colette Périgot qui est à ma droite et Guy Berger préparé une intervention en plusieurs voix. Et de fait, nous avons publié des ouvrages d'inspiration très différentes sur l'histoire de cette université, et d'où, je pense, l'intérêt de ce rapprochement, sachant aussi qu'un cours à plusieurs voix est souvent plus agréable pour ses auditeurs, et aussi pour les enseignants, d'ailleurs, pour ceux qui parlent, qui peuvent s'enseigner mutuellement. Alors, pour commencer, on a pensé à reproduire une première petite bibliographie, filmographie. Alors, je vais déposer là-bas, je ne sais pas si elle circule. Donc, je vous invite à la consulter après, si vous voulez en savoir plus sur cette université. Parce qu'il faut savoir que Vincennes est effectivement l'université française sur laquelle on a publié le plus d'ouvrages, d'articles, faits de films, et même plus que la Sorbonne dans la période contemporaine. Donc c'est dire, si vous voulez, l'impact symbolique très important qu'elle a eu et qu'elle continue d'avoir. Voilà. Alors, notre exposé donc s'intitule, je le rappelle, Comment Vincennes a été possible. Et donc, c'est déjà donc, mon ami Guy Berger qui va ouvrir le bal, et ensuite donc, nous enchaînerons, Colette et moi. Ah bon, tu parles pas. Merci. Donc, je me nomme Guy Berger. En 1968, je suis assistant de psychologie de l'enfant à la Sorbonne, mais comme je participe à un comité d'action pour l'innovation et la recherche en éducation, j'apprends dès le mois de juillet que se prépare un projet d'une nouvelle université. Je vais donc participer à ce projet de façon d'ailleurs en petite main, si je peux dire. Je n'ai pas un rôle très important. Je négocie le problème de la crèche, celui des autobus qui vont aller du château de Vincennes jusqu'à l'université. Je négocie aussi l'obtention de 35 lignes de téléphone dont les 2 tiers seront détruites quelques mois après l'ouverture de Vincennes, mais c'est une prouesse, puisqu'à l'époque, pour avoir un téléphone, il faut attendre 2 ans. Et surtout, au fond, je participe à ce qu'on appelle le groupe comptant, c'est-à-dire un groupe constitué de à peu près 2 enseignants par discipline qui, collectivement, vont pré-recruter les 220 premiers enseignants de Vincennes. Ce que je voulais dire, au fond, c'est au fond 3 choses. La première, partir de l'idée, au fond, que tout n'a pas disparu. Et me demander pourquoi ça n'a pas disparu. Deuxièmement, essayer quand même en quelques mots de décrire, au fond, l'aventure, je dirais, paradoxale des débuts de cette université, et troisièmement, de me demander pourquoi finalement quelque chose est durable ou a été durable dans ce qui s'est passé. Alors, Vincennes n'a pas disparu. Ce qui reste dans Paris 8 à Saint-Denis, que je connais de loin, puisque je suis retraité déjà depuis presque une vingtaine d'années, c'est d'abord le fait que ça reste une faculté des lettres et sciences humaines qui rassemble des formes traditionnelles, mais plutôt modernes, des formes littéraires d'une part et des sciences humaines aussi, mais qui comprend de l'informatique, des sciences économiques, du droit, pendant un certain temps d'ailleurs de l'urbanisme, des sciences politiques, etc. Et c'est déjà une première chose. C'est qu'il ne faut pas l'oublier qu'avant 1968, il n'existe pas en France d'université, mais il existe des facultés qui sont indépendantes, que 2 d'entre elles, droit et médecine, sont en réalité des écoles, et s'appellent d'ailleurs école de médecine et école de droit, et sont professionnelles, et que finalement, les sciences et les lettres sont peu à peu, en quelque sorte, obsédés et enfermés dans la préparation académique des profs de lycée. Et le fait de les réunir dans l'hypothèse, au fond, des initiateurs, et en particulier d'ailleurs de Las Vergnas, qui est à l'époque devenu le doyen de la Sorbonne, c'est de se demander qu'est-ce que peuvent devenir, s'ils ne sont pas reçus au CAPES ou à la grecque,
les étudiants des facs de sciences ou des facs de lettres, et par conséquent de construire un système, d'ailleurs, qui était dans l'obsession de Las qui, vous le savez, avait été chef de cabinet de Jean Zay en 1936. Et par conséquent, Jean Zay, qui était à la fois ministre de l'Éducation, mais aussi de la jeunesse, mais aussi de la culture, qui avait toujours le même Las devenu enseignant universitaire, avait créé le CELSA, qui était un centre d'études littéraires et scientifiques appliquées, qui était tellement vécu comme une trahison par ses collègues qu'il avait dû l'héberger au CNAM. Et l'obsession de Las c'est qu'est-ce que peuvent devenir des gens quand ils n'ont pas passé les concours et qu'ils ont fait des études de lettres et de sciences. Et je crois que la construction pluridisciplinaire de Vincennes correspond effectivement à ce souci. C'est que, en sortant, on n'est pas nécessairement prof, mais que différents types d'orientation, différentes manières d'habiter la vie sociale et économique et professionnelle sont possibles. Bon, ceci, par conséquent, est resté, avec quelques disparitions, mais qui sont significatives. Disparition de ce qu'on avait appelé à un moment donné les langues opprimées, puis langues minorisées. À un moment donné, à Vincennes, on enseigne le breton, le taboul, le quechua, le berbère, et ainsi que d'autres langues que j'oublie de citer. Mais aussi a disparu un département qui est intéressant symboliquement, qui est celui d'urbanisme, parce que l'urbanisme, quand il est créé à Vincennes, s'enseigne dès le premier cycle. Ce n'est donc pas une spécialité pour architectes, pour ingénieurs ou pour géographes. C'est une manière d'apprendre à habiter la ville. C'est une formation citoyenne et critique d'habitat, au fond, dans le monde urbain. Et je crois que son existence, en fait, symbolise un peu la fonction de tous les enseignements. Il ne s'agit pas simplement de formation de spécialité, il ne s'agit pas simplement de discipline, il s'agit de créer un lieu de socialisation critique par rapport aux différents champs, finalement, de la vie quotidienne. Deuxième élément qui demeure, c'est au fond la population étudiante. Il y a toujours, à Paris 8, des non-bacheliers. Je veux dire par là des étudiants qui entrent sans passer par le diplôme d'accès à l'université qui est mis en place dans pas mal d'entre elles, c'est-à-dire que dans cette université demeure l'idée que des études universitaires peuvent comprendre la reconnaissance d'une expérience personnelle, professionnelle, familiale, même de formation, j'allais dire, à côté et non licite ou non officielle, et que la reconnaissance par conséquent du savoir dont sont porteurs déjà les étudiants est un élément très important dans la manière effectivement de continuer leur parcours de formation et d'apprentissage. Il comprend énormément d'étudiants étrangers. Et ceci encore est tout à fait symbolique. Encore une fois, ce n'est pas un fait unique de Paris 8, mais pour ces étudiants étrangers, la connaissance de la langue française n'est pas considérée comme un préalable nécessaire et qui fait l'objet quelquefois d'un an de formation payante dans des structures spécialisées, mais qu'on considère au fond que c'est à travers l'accès au contenu, à travers la participation à l'élaboration des connaissances nouvelles, que se fait simultanément l'apprentissage du français, d'où l'existence effectivement de formations, mais qui sont plutôt d'accompagnement à cette intégration dans la vie universitaire que des formations initiales qui sont un préalable. Il y a d'autre part, et ceci est important, un nombre relativement plus important à Paris 8 que dans les autres universités de titulaires d'un bac professionnel. Encore une fois, ce n'est pas unique, ça ne se traduit pas nécessairement par des réussites, mais ça veut dire au fond que le concept de niveau initial ou de prérequis n'est pas considéré au fond comme une condition nécessaire d'entrée dans un système universitaire, que le pari est fait que ce sont les études universitaires elles-mêmes qui vont constituer en fait les niveaux de base qui n'ont pas forcément été acquis. Et là encore, je répète, ceci reste caractéristique de cette université. Troisième aspect qui demeure, c'est la participation aux luttes,
mais de manière assez particulière, avec le fait que jusqu'à des moments récents, la notion de lutte n'est pas considérée comme quelque chose d'essentiellement catégoriel, où il y aurait les luttes étudiantes, les luttes enseignantes et les luttes des personnels administratifs, mais que d'une façon tout à fait fréquente, et ceci dès les premiers mois de Vincennes, on considère finalement que l'affaire de chacun de ces trois partenaires possibles est une affaire commune. Dès mars 69, il y a une grève qui se déclenche à la Sorbonne du personnel Athos, et quand il voit arriver la délégation de Vincennes, il voit avec étonnement qu'elle comprend au moins autant d'étudiants, d'enseignants que de ces personnels. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'au moment où Vincennes ouvre ce modèle, avec des enseignants donc, qui ont été désignés, avec des départements qui ont été énumérés et construits, avec un mode de fonctionnement qui est le mode à la fois sous forme d'unité de valeur, donc fragmenté sous forme de semestre, ce qui va d'ailleurs se généraliser avec le modèle de Bologne. Donc, on a une université qui a été complètement conçue, pensée par des enseignants. Et lorsque Vincennes ouvre, font irruption, si je peux dire, les étudiants, et font irruption aussi, en fait, tout un personnel administratif qu'on va recruter de façon extrêmement rapide, sous forme de vacataires professionnels d'abord, et puis ensuite en puisant dans les étudiants eux-mêmes, qui vont devenir simultanément les administrateurs de Paris 8. Et donc, on va avoir, j'avais dit, une sorte de bouleversement de tout ce qui est prêt. Les profs, le modèle initial est au fond très classique. Dans le premier groupe qui gère Vincennes, on nomme un groupe de 10 enseignants, et comme par hasard, sur les 10, 8 sont de rang professoral. Donc, on est bien dans des hiérarchies classiques. Il est évident qu'on a des personnels Athos qui ont passé, ça ne s'appelait pas Athos à l'époque, qui ont passé des concours. Il est évident qu'on a des étudiants, finalement, qui viennent s'inscrire à telle ou telle discipline. Et puis, arrivent des populations étudiantes tout à fait nouvelles, avec ces non-bacheliers, mais aussi avec tous ceux qui sont simultanément travailleurs, et qui viennent donc avec des questions, des exigences, des demandes même organisationnelles tout à fait nouvelles. Arrivent des enseignants vacataires, puisque le projet, au fond, de distribution des enseignements était totalement fictif, était une espèce de prévision de la répartition des étudiants, et qu'on a des départements avec enseignants sans étudiants, des départements avec étudiants mais pas d'enseignants. Donc, on recrute énormément de gens, dont des gens d'ailleurs qui n'ont pas de diplôme. Dans le département qui est le mien, on recrute pour former à l'éducation populaire et à l'animation populaire un enseignant qui est en fait le secrétaire de l'équipe de Gatti, l'équipe théâtrale très importante à cette époque, et qui a arrêté lui-même ses études au niveau de la classe de 5e. Les modes de recrutement des vacataires ne sont par conséquent très différents du mode de ce fameux groupe cooptant qui obéissait encore à des règles traditionnelles de doctorat, de liste d'aptitude, etc. Mais avec les vacataires, c'est une nouvelle population enseignante. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ça va se traduire par des années de lutte, de combat, de conflit, et ces années de lutte, de combat, de conflit ne mettent jamais en cause la structure initiale. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on discute les personnes, on se bat avec eux, on casse les objets, on détruit du matériel, et en même temps, personne ne met en cause ni les départements qui existent. Il y a une petite lutte sur le département Fleu, je dis ça à cause de la présence de mon ami Annie Quedel. Il y a évidemment des départements, je répète, qui se vident plus ou moins, mais la structure en UV, l'idée qu'il y a des UV libres, des idées dominantes, des idées sous-dominantes, etc., reste, parce qu'ils sont des lieux de liberté et surtout de mouvement sans arrêt. À travers le système des UV dominantes, sous-dominantes et libres, sont possibles une constante réorientation des étudiants qui recomposent au fur et à mesure leur projet et leur programme en utilisant dans des secteurs nouveaux ce qui était. Ils avaient commencé par faire des UV comme dites dominantes, mais elles deviennent leurs UV libres et vice-versa. Alors,
Pourquoi ça? Je crois que la durée de Vincennes et le fait, au fond, que cette structure à la fois globale, disciplinaire, que ce modèle, en quelque sorte, de mobilité des étudiants, qui d'ailleurs contribue à un allongement des études, que cette coprésence d'étudiants de cultures très différentes, de niveaux scolaires, d'aspirations scolaires très différents, cette présence, au fond, de gens qui sont des professionnels d'abord avant d'être étudiants, sont possibles, je dirais, pour deux grandes raisons. La première raison, et ça me semble extrêmement important pour réfléchir à tout projet quel qu'il soit, c'est qu'en réalité, bien sûr, Vincennes se bat à l'époque autour du thème de l'autonomie universitaire, thème revendiqué, y compris par l'équipe de Bourdieu, en fait, et qui n'apparaît pas encore comme une certaine manière, au fond, de manipulation de la réalité universitaire. Mais cette autonomie, c'est une cascade d'autonomie. Les étudiants sont autonomes, puisque ce sont eux qui définissent leur cursus, qui définissent l'ordre dans lequel ils suivent les UV, qui choisissent lesquels seront dominantes ou sous-dominantes ou libres. Les enseignants sont autonomes dans la mesure où chaque enseignant, maître de son UV, choisit à la fois quel sera l'objet de son enseignement, mais négocie avec ses étudiants aussi bien des formes d'évaluation que des formes de fonctionnement de l'UV. Les départements sont autonomes au sens où, dans une sorte de ce qu'on a appelé nous-mêmes une démocratie cantonale, chacun d'entre eux, finalement, fixe ses règles, son mode de fonctionnement, sa participation, d'ailleurs plus ou moins grande, à la gestion générale de l'université. Et ce phénomène, je dirais, est extrêmement important, puisque c'est précisément ce sentiment et cette réalité d'une sorte de liberté à tous les niveaux, d'abord qui gère un problème qu'on vient d'évoquer, qui est le rapport de la recherche avec l'enseignement. Dans la mesure où c'est chaque enseignant qui choisit ce qu'il enseigne, que les étudiants choisissent leur UV, et par conséquent, ils arrivent avec les questions qui sont les leurs, il est évident, au fond, que la recherche est en quelque sorte présente nécessairement dans l'université. Je dirais ça en me citant moi-même, je n'ai jamais enseigné des choses que je savais déjà, mais pendant, en tout cas, au moins mes 10 premières années, ce que j'enseignais, c'était ce sur quoi je travaillais, ce qui me faisait question, ce qui me posait problème, et c'était en face d'étudiants qui venaient aussi avec des questions correspondantes, d'où une articulation difficile, pas toujours réussie, entre la question finalement de la recherche et de tout ce qui serait de l'ordre de la transmission. Le deuxième élément qui me semble tout à fait fondamental, c'est au fond la notion de pouvoir. À partir du moment où on a toutes ces autonomies, finalement, tous les lieux de Vincennes, je dis encore Vincennes, mais c'est vrai encore de Paris 8, bon, pendant un certain temps du moins, toutes les structures qui le constituent sont des structures qui ont doué de pouvoir. L'étudiant a le pouvoir sur ses études, y compris de proposer en fait la liste de ses UV à une validation avec quelques règles qui sont plutôt des régulations que des normes a priori. L'enseignant a pouvoir sur sa manière d'enseigner, de faire, de juger, de choisir, de faire durer d'ailleurs son enseignement au-delà d'un semestre sur 2 ou quelquefois 3 semestres. Les départements se sentent eux aussi un pouvoir qui est accompagné en quelque sorte par le fait que, à côté des structures officielles inévitables, se sont créées des commissions qui jouent un rôle tout à fait important, dont ne font partie que des volontaires qui s'autodésignent, etc. Et ceci, je crois, entraîne deux conséquences. C'est que pendant très longtemps, et ça explique pourquoi à la fois Vincennes est en lutte permanente et en même temps ne renverse jamais le système de pouvoir qui la dirige, en particulier son conseil de gestion devenu conseil d'administration, ni ses présidents. C'est qu'en réalité, le fait de la distribution des pouvoirs, le fait de la distribution des autonomies, fait que le pouvoir central est réellement un pouvoir de gestion. C'est-à-dire qu'il a pouvoir au niveau des ressources
la distribution des ressources, de la distribution des locaux. Il a pouvoir aussi, je dirais, dans la représentation de l'université face aux instances officielles, mais représentation qui prend la forme aussi du fait que le président honni de l'université est tout à fait normalement en tête lorsqu'il s'agit de manifester et que personne ne conteste son droit et son devoir d'être en tête des manifestations. Et par conséquent, la distribution des pouvoirs fait effectivement que la gestion de l'université n'est pas pouvoir de contenu, n'est pas pouvoir de discipline, n'est pas pouvoir de modalité de fonctionnement, mais réellement, en fait, articulation entre système des ressources possibles et organisation de la vie dans l'établissement. L'autre aspect qui me paraît important, c'est qu'à aucun moment, si je me permets cette formule, la démocratie à Vincennes, et encore maintenant par beaucoup d'aspects, ne se dissout pas dans la représentation. Je veux dire par là que ce qui est devenu presque partout, et ce qui était à l'origine de la participation, qui était participation à l'élection des gestionnaires, était l'idée finalement que le mouvement démocratique est celui dans lequel on désigne des représentants, mais qu'à partir de cette désignation faite, la démocratie consiste à se taire et à obéir ou à respecter les décisions qui sont prises. Vincennes a été un lieu où on n'a jamais cessé de se dédire, on n'a jamais cessé de se contredire, c'est-à-dire dans lequel le fonctionnement démocratique ne cessait pas avec la représentativité, qui est quelquefois inévitablement nécessaire, mais continuait en quelque sorte à alimenter et à faire vivre tout le système. Et là encore, je crois que c'est tout à fait important dans tout projet. Il est évident qu'on ne peut pas ne pas passer par des modèles de désignation, de représentation, d'organisation, mais qu'en même temps, et là je suis dans une problématique qui est très proche de celle de Rancière, qui comme par hasard est un enseignant de Paris 8, il ne faut pas qu'à partir en quelque sorte de la désignation électorale se constitue une sorte de haine de la démocratie, où toute initiative nouvelle, où tout rejet, où toute contradiction apparaîtrait comme une trahison, alors qu'elle est en même temps finalement ce qui est le moteur de la vie de l'institution. Voilà à peu près, si vous voulez, les 2-3 choses que je souhaitais dire. Donc, Charles nous fera cette conclusion. D'après ce qu'on s'était à peu près réparti, comme Charles va aborder les conditions spécifiques de la création à la fois historique, politique, sociologique, de la création de Vincennes en 68. Et donc, vous venez d'avoir un discours formidablement optimiste, celui de Guy, qui nous présente une Vincennes encore vivante, et c'est vrai d'une certaine manière, mais en même temps, on a vécu longtemps dans cette boutique les uns et les autres, et souvent avec beaucoup de tristesse de voir des choses se dégrader, s'étioler, perdre de leur substance, même si, et tu as raison, tout n'est pas détruit, loin de là. Donc, entre ce discours optimiste et le discours, disons, plutôt globalement pessimiste, qui résulte des conditions de l'époque, parce que si la création de Vincennes se résumait à Vincennes est le produit de mai 68, ce qui est indéniable, Vincennes, évidemment, est un produit de mai 68. Sans le mouvement de mai 68, Vincennes n'aurait pas été ce qu'elle est, mais c'est un peu désespérant pour les gens qui viennent d'après. Et donc je ferai un peu quelques allusions à votre problématique, puisque si cette conférence sur Vincennes vous intéresse, et franchement, je ne suis pas surprise que vous choisissiez de faire parler de Vincennes autour des questions qui sont les vôtres, parce qu'elles sont effectivement très voisines. Moi, je voudrais recentrer sur comment ça a été possible
ce qui peut-être peut vous inspirer sur comment ce serait possiblement encore le cas. Et la première des choses que je voudrais dire, c'est que pour que ça ait été possible, il a fallu pour cela que d'autres que les initiateurs, qui sont primordiaux, hein. Les initiateurs de Vincennes sont des personnages centraux dont on fait le portrait, Hélène Sixous, Michel de Beauvais, etc. Mais indépendamment donc de la volonté, l'énergie des créateurs, il a fallu tout de même que autour d'eux il y ait, sinon de la bienveillance, du moins un intérêt. Ce qui veut dire que si on fait un projet de cette nature, il faut se poser la question toujours d'être utile. Et à Vincennes, être utile, ça a été en premier lieu l'accueil des salariés et des non-bacheliers. C'est vraiment le motif premier de la création de Vincennes. C'est ce qui fait que pendant 1 an, et seulement 1 an, il y aura un soutien institutionnel réel à la création de Vincennes de la part de l'équipe ministérielle d'Edgar Faure. Après, ça va se détériorer très gravement. Mais quand même, il y a eu un soutien institutionnel parce que cette université accueillait des salariés et des non-bacheliers. Et c'était perçu comme suffisamment utile pour que Edgar Faure ait jugé nécessaire le matin de sa démission du ministère, puisqu'il se faisait lourder par le nouveau gouvernement, le matin même, avant de quitter son ministère, il signe l'arrêté permettant aux non-bacheliers qui étaient inscrits par effraction dans l'enseignement supérieur, puisque la législation imposait le bac comme entrée à l'université à l'époque, il fait un décret pour légitimer les non-bacheliers dans l'université et permettre la reconnaissance de leur diplôme. Ce qui veut dire que être utile, ça veut dire pour les pouvoirs publics savoir qu'une institution de préférence un peu à la marge, peut aussi mettre des chewing-gums là où on n'a pas fait toute une loi qui permet de le faire. À l'époque, c'était permettre à des non-bacheliers de reprendre des études. Des exclus du système scolaire secondaire qui avaient raté le bac et qui pouvaient, à 25 ans, à 28 ans, l'âge moyen, dès l'ouverture de la fac, l'âge moyen des étudiants de Vincennes, c'est 30 ans. On n'a pas affaire à des étudiants de 18 ans. Donc, être utile, c'est très très important. Ça peut se traduire par les matheux de Vincennes, et c'est une des questions qui a été posée tout à l'heure. L'université de Volante doit-elle accueillir des gens qui se font plaisir et ne sont là que pour se faire plaisir? Eh bien, les matheux de Vincennes, autour de Chevalet, eux, ils étaient absolument convaincus qu'ils devaient se faire plaisir et que c'était même l'objet même de leur propos scientifiques, quoi, de se faire plaisir à se poser des questions que certes, il n'y a pas un public gigantesque qui peut les suivre sur ce terrain-là. Mais être utile, ça reste indispensable. Et par conséquent, ils se sont adressés à un public particulièrement déshérité qui est venu en masse les voir. Ils ont fait des enseignements spécifiques pour les instits, les pauvres instits de l'époque, complètement désespérés parce qu'ils ne comprenaient rien au nouveau programme de maths modernes, comme on les appelait à l'époque. Et donc, ils se sont emparés de ce public des pauvres instits largués
qui sont venues heureuses, bien sûr, public strictement féminin, l'enseignement primaire de l'époque, heureuses comme tout de venir à Vincennes, et d'autant plus heureuses, et ça rejoint un autre de vos questionnements, d'autant plus heureuses qu'elles y venaient dans le cadre de leur travail et avec une reconnaissance de leur formation. À cet égard, cet exemple est remarquable, parce que le département de maths de Vincennes n'a jamais délivré de diplôme. Jamais. Il n'a jamais obtenu du ministère la moindre reconnaissance. Mais il s'en fichait complètement, puisqu'il suffisait que, en l'occurrence, l'inspection académique juge utile, nécessaire et même urgent d'obtenir une formation professionnelle pour leurs instits. Et donc, comme les matheux ont négocié directement avec l'inspection académique, la reconnaissance globale de leur diplôme n'avait aucune importance. Il suffisait que ce public fragile, qui ne viendrait suivre des enseignements que si ces enseignements étaient reconnus parce qu'ils en ont besoin, c'est vrai de tous les publics fragiles, il suffit que la reconnaissance intervienne là où elle est pertinente, pas forcément sous la forme d'un diplôme national, ça n'a pas grande importance. Voilà. Du moment que la reconnaissance est pertinente, et elle peut être quasiment privée, cette reconnaissance. C'est le genre de choses qui s'est pratiqué dans Vincennes. Donc, être utile. Du point de vue institutionnel, les soutiens n'ont pas duré longtemps. Et du point de vue des conditions économiques de Vincennes, à l'origine, Vincennes se crée avec 228 postes. Ce serait un saint Graal aujourd'hui, obtenir 228 postes dont plus de la moitié étaient des postes de magistraux, si je me souviens bien. Quelque chose d'inouï, formidable. Et par la suite, dans les quelques années qui suivent, où on est confronté à ce que Guy a décrit, des déséquilibres considérables dans les inscriptions des étudiants et des départements où on recrute énormément, on atteindra 70% d'enseignements assurés par des vacataires et non des titulaires dans certains départements. Donc, on recrute en masse, il y a les moyens de recruter. Et donc, il y a deux périodes vraiment distinctes de Vincennes, c'est avant et après la crise. Avant la crise, on est bien dans les 30 Glorieuses et dans des circonstances où la création, même si elle est mal vue par les pouvoirs publics après le départ des guerres forts, on est dans des conditions économiques qui ne sont pas celles d'aujourd'hui. C'est peu de le dire. Et après 1974, à partir de 1975-1976, on est dans une université qui plonge dans la misère et dans un surpeuplement terrifiant. Les salles craquent de partout, le mobilier est complètement insuffisant et démoli. Enfin, on a deux phases très nettes. Moi, personnellement, j'arrive à Vincennes en 1975. Donc, les années de rêve de Vincennes, je ne les ai pas vécues moi-même. Je le précise, contrairement à Guy. Ceci pour dire que dans un deuxième temps, quand on n'a plus qu'on manque de moyens et qu'on n'a plus de soutien véritable de la part du ministère, les soutiens extérieurs deviennent importants. Et là, être utile, c'est être reconnu comme utile. Être reconnu comme utile, ça a été le cas dès l'origine, mais surtout à partir de la crise financière des centrales syndicales. Parce que même si la CGT n'a jamais réussi, ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi à faire
de Vincennes l'université des travailleurs qu'ils avaient rêvé et qui serait leur vitrine, parce que c'était véritablement un projet co-construit avec les grandes centrales ouvrières. Néanmoins, ils reconnaissaient que Vincennes n'était pas ouverte aux travailleurs pour de faux, je dirais, et ils n'ont jamais fait défaut au soutien à cette université parce qu'elle était utile, et même unique à l'époque, comme lieu diplômant pour les travailleurs. C'est vrai des centrales syndicales, mais c'est vrai aussi de quantité d'autres gens. Alors là, je ne vais pas énumérer les soutiens du monde académique étranger, par exemple. Tout ça est très important quand on, pas dans un premier temps, mais quand on construit quelque chose, il faut aller toujours chercher une reconnaissance externe. Aujourd'hui, ça passe, et je crois que ça a été évoqué par plusieurs personnes, ça passe bien évidemment par Internet. Je crois qu'il y a une visibilité, non pas seulement dans l'aspect évoqué par Rémi S. de l'enseignement à distance, c'est un aspect important, mais un aspect de visibilité électronique de ce que pourrait être aujourd'hui une université 2.0. Je n'ai pas de réponse à vous donner, mais je pense que c'est quand même une question qui me semble devoir être posée. La deuxième chose, mais ça Guy l'a évoqué mieux que moi, être utile, c'est bien sûr s'adresser à des gens qui en ont besoin et leur donner les réponses qu'il faut, y compris diplômantes, là où c'est pertinent, mais pas forcément partout. Et être utile, c'est se poser les bonnes questions. L'exemple que tu prenais d'Urba est tout à fait caractéristique. S'adresser à un public très large pour se poser des questions de la ville. Que devient la ville ? Les questions d'aujourd'hui sont en partie les mêmes et en partie nouvelles, mais je pense que effectivement la pertinence des questions qui sont posées est très importante. Je conclurai rapidement sur comment c'est possible en interne, parce que Guy en a dit l'essentiel. Moi, il y a une chose que j'ai retenue de votre présentation, ce sont les volons. Alors là, je crois que vous avez compris un truc fondamental. Si on veut fabriquer quelque chose dans l'autonomie sur laquelle Guy il faut fabriquer un système à soi. Quand Vincennes a été créé, les enseignements se sont appelés au début unité de valeur pendant très longtemps, après c'est devenu unité d'enseignement, et quand De Beauvais a proposé cette dénomination à Durossel lui a dit « mais ça n'a aucun sens, unité de valeur ». Justement, c'est pour ça qu'il faut faire ça. Et je pense que le fait d'appeler volon plutôt que cours, ça pourrait être volon ou tartempion, ça n'a aucune importance, mais donner une forme aussi indistincte que possible à quelque chose qui est une entreprise d'enseignement supérieur me semble tout à fait important. Donc l'autonomie est fondamentale, la tolérance l'est aussi. Il ne faut jamais oublier, malgré tout, que nos révolutionnaires ont guillotiné Lavoisier. Et ne pas oublier non plus qu'à Vincennes, on n'en était plus à ce genre de comportement, certes, mais tout de même, il y a au moins 2 grands personnages qui ont craqué à Vincennes.
qui sont partis parce qu'ils ne supportaient plus de rester dans cette maison. Avoir perdu par dégoût Foucault et Balibar, je ne trouve pas que c'est très glorieux. Donc si il y a quelque chose aussi à apprendre de Vincennes, c'est aussi des échecs et des erreurs. Et donc l'autonomie est fondamentale et il y a beaucoup à construire pour qu'elle reste respectée. C'est pas facile, c'est très 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 difficile en termes de moyens, en termes de différence de statut. Tout ça est très très délicat. Et il y a une deuxième chose qui est importante, ce sont les passeurs. On a d'une part dans l'université des titulaires, des gens qui sont reconnus, qui ont été nommés par leur père, maître de conf, prof, etc. Et puis on a d'autre part des ilotes qui n'ont pas de reconnaissance, mais dont on reconnaît la compétence, qui sont capables de faire des tas de choses très intéressantes. Et la coexistence sur des niveaux de légitimité équivalents, de statuts différents, ça pose des problèmes. Et le fait d'avoir des passeurs, c'est très important. À Vincennes, les passeurs sont, pour une part essentielle, les personnels administratifs. D'une part parce que pas mal d'entre eux navigueront de personnel administratif à enseignant, certains en voulant rester personnel jusqu'au bout, je pense à Philippe par exemple, qui a refusé alors qu'on le lui proposait de devenir prof, d'autres sont devenus profs, bref, des espèces d'ectoplasmes, d'hybrides, de gens qui ne sont pas catégorisables. C'est très important. On n'avait pas que les personnels administratifs. Il y avait aussi, et ça c'est dans un deuxième temps, énormément d'étrangers, et parmi eux, plein de réfugiés à des degrés divers. Un groupe des réfugiés, deux groupes des réfugiés joueront un rôle considérable à Vincennes. D'une part, les Tunisiens, qui sont pour la plupart des opposants à Ben Ali à l'époque, et au caractère policier qui se développe du gouvernement tunisien, et d'autre part des vrais réfugiés, ceux-là, ô combien ce sont les latino-américains. Ces deux groupes-là seront, par leur débat interne et par leur solidarité forcée entre eux, des liants entre des planètes aussi différentes que celles des informaticiens et des théâtreux. Il y a peu de contact entre les informaticiens et les théâtreux. Mais donc ces passeurs, c'est une dimension importante. Je finirai en deux mots. Comment c'est possible ? Je crois qu'il y a déjà une chose importante, des tentatives d'université du plus grand nombre, il y en a eu des tas. Il y a bien entendu les universités populaires, et leur seul nom d'université populaire les catégorise comme ayant un public exclusif, ce qui est un problème. Il y a eu l'université de tous les savoirs, ça c'était une initiative totalement élitaire, et voilà, c'est d'une certaine manière resté dans l'élitaire. Ce qui est très important dans votre entreprise, et comme l'était l'entreprise de Vincennes, c'est qu'elle vient du terrain. Ça, c'est essentiel. Pour que ce soit possible et durable. Et puis, à part ça, pour que ce soit possible, il faut se fixer des objectifs totalement irréalistes.
est parfaitement inaccessible. Quand Las Vernias propose de créer Vincennes à Edgar Faure, ça se passe en tout petit comité, et il fait à Edgar Faure une paraphrase du discours de Luther King, I had a dream, et son rêve à l'époque, ce serait d'avoir des vrais profs titulaires, qui ne soient pas français. On en est là en 68. Avoir un prof d'université qui n'est pas de nationalité française, un rêve pour l'angliciste qui était Las Vernias. Le rêve d'avoir des professionnels, un architecte qui viendrait enseigner à des étudiants d'art plastique ou de philosophie d'ailleurs. Un rêve à l'époque. Ce sont des rêves comme ça, des rêves fous, des rêves complètement hors du quotidien. C'est ça qu'il faut pour avoir l'énergie d'aller chercher toutes les énergies pour fabriquer ce que fut Vincennes et ce que vous avez l'ambition apparemment de faire. Je passe la parole à Charles. Oui, alors mes camarades ont dit déjà beaucoup de choses et très intéressantes. Je suis un petit peu embarrassé, mais je voudrais repartir d'une des choses que Guy Berger a dit tout au début. Donc, quand on fonde Vincennes, le propos de Las Vernias, qui était donc le doyen de la Sorbonne, c'est notamment, donc, il est obsédé par la question des fonctions sociales, professionnelles, finalement des facultés. À quoi servent effectivement les facs de lettres, les facs de sciences? Eh bien, à l'époque, elles servent essentiellement à fabriquer des enseignants du secondaire. Alors ça, c'est quelque chose de très important parce que ça détermine terriblement les programmes d'enseignement, les manières d'enseigner, etc., etc. Et donc, sortir du moule des concours, et notamment du moule de l'agrégation, qui est en quelque sorte le titre, les titres les plus importants et qui manifestent d'ailleurs bien la domination que l'enseignement secondaire exerce et a exercé pendant longtemps sur le supérieur en France, c'était vraiment une visée révolutionnaire. Mais pour se réaliser, pour sortir de ce carcan de l'agrégation, eh bien, ça supposait certaines conditions. C'était pas évident du tout. Et donc, l'expérience de Vincennes est intéressante de ce point de vue-là parce qu'effectivement, il y a l'idée de sortir à la fois du carcan de l'agrégation, mais aussi des disciplines traditionnelles. Et Vincennes le fera comment? Notamment en devenant un des foyers vraiment avancés du développement des nouvelles disciplines. Et ça, je pense que c'est intéressant pour nous, c'est-à-dire qu'elle sera utile, pour reprendre le mot qu'a utilisé plusieurs fois Colette, elle sera très utile parce qu'elle va répondre à des demandes sociales, professionnelles, intellectuelles, auxquelles l'université française n'arrivait pas à répondre. Par exemple, Vincennes, c'est un des lieux où vont se développer les départements d'art. Aujourd'hui, les départements d'art jouent un rôle très important dans cette université. Et de fait, avant 68, il n'y a pas de département d'art. Mais à Vincennes aussi, on va par exemple développer l'urbanisme. Et de fait, avant 68, ça n'existait pas. Et on pourrait comme ça citer toute une série de disciplines, aussi comme l'AES par exemple, l'administration économique et sociale, voire la psychanalyse, qui, effectivement, donc, n'avaient pas droit de citer dans l'université traditionnelle, qui était quand même très conservatrice. C'est vrai qu'il faut aussi rappeler cet aspect-là. Il y a une espèce de conservatisme structurel de l'institution académique, qui est aussi lié à ses fonctions, puisque l'université, c'est un lieu à la fois de production, mais aussi de transmission des savoirs. Donc Vincennes va se faire en rupture avec ça. Alors, le fait qu'au début, alors c'est intéressant de le rappeler d'un point de vue historique, le projet de Vincennes donc soit en rupture et qu'on dise aux étudiants notamment qu'effectivement ici on ne vous préparera pas au CAPES à l'agrégation, si vous voulez préparer ça, passez plutôt par une classe prépa, etc., ça sera sans doute plus efficace, fait d'ailleurs que cette université au début a du mal à trouver ses étudiants. C'est important de se rappeler ça. En décembre 68, alors que cette université est prévue pour 7000 étudiants, il n'y en a que 3000. Et là, les enseignants
sont très inquiets, les créateurs, les jeunes créateurs, qui au passage étaient des anglicistes. Alors c'est important de rappeler ça. Pierre Domergue, Bernard Cassel, Hélène Sixous, ces gens-là, oui, c'était des anglicistes qui connaissaient très bien le modèle américain. Et d'une certaine manière, on peut dire que Vincennes, c'est aussi la transposition, sans le dire, du modèle américain en France. Il ne pouvait pas le dire à l'époque, hein, mais bon, je pense qu'il sera d'accord en partie avec cette idée. Donc je reviens à décembre 68, on ouvre cette université. Le ministère donc accorde 220-230 postes, il y a un effet d'aubaine absolument extraordinaire, hein, donc tout le monde se précipite, mais manque de bol, au début, les étudiants sont absents. Parce qu'effectivement, ils disaient, mais je vais aller là-dedans, mais qu'est-ce que je vais avoir, quel métier, quelle formation, etc. Donc il y a une espèce d'incertitude initiale qui peu à peu va se résoudre. Et comment elle va se résoudre? Eh bien, à travers l'ouverture à de nouveaux publics. Et là, mes collègues ont insisté là-dessus. Effectivement, ce que va faire Vincennes, c'est qu'elle va s'ouvrir au public habituellement exclu de l'enseignement supérieur. Donc, déjà, quel public? Eh bien, ce sont déjà les non-bacheliers. Donc ça, c'est très important, cette ouverture. Alors, cette ouverture, au passage, elle va être conquise. C'est-à-dire que les initiateurs de Vincennes, ceux qui la créent, au début, au mois d'août, au mois de septembre, à l'écart des étudiants, d'ailleurs, parce qu'ils avaient très peur de se faire déborder par les étudiants sur leur gauche, envisagent un accueil assez sélectif des bacheliers, contingentés dans des cours à part. Et c'est notamment le mouvement étudiant, notamment les maoïstes en fait, qui vont imposer le fait qu'on fasse rentrer les non-bacheliers et qu'on ne le mette pas dans des formations à part. Donc là, il va y avoir un effet en quelque sorte, on peut dire, assez positif peut-être de la violence révolutionnaire, parce que ces choses-là ne se sont pas faites dans dans la tendresse, par la discussion, mais aussi dans des rapports de force physique souvent particulièrement violents. Donc ça, c'est important de rappeler ce genre de choses. Voilà. Dans l'université traditionnelle française rejetée, je parlais donc des non-bacheliers. Mais aussi parce qu'elle s'est ouverte, et ça, les deux choses vont ensemble et vous comprendrez pourquoi, elle s'est ouverte aussi aux salariés. Et ça, c'est quelque chose de très important, qui fait que, si vous voulez, il y avait à peu près 30 à 40% à Vincennes d'étudiants qui étaient salariés à temps plein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 30 à 40% de salariés à temps plein. En fait, ces gens-là, ce n'étaient pas des étudiants salariés, comme on dit aujourd'hui, c'était des salariés étudiants, en fait. Et ça, c'est très différent, en fait. Hein? C'est-à-dire, voilà, ces gens-là, ils étaient, par exemple, beaucoup plus âgés. D'où le rappel de la moyenne d'âge qu'a fait Colette, qui est très juste. À la fin des années 70, 27, la moyenne d'âge, c'est 30 ans. Dans l'université française, c'est 22 ans. Donc on voit très bien que cette université, elle répond à des fonctions sociales, professionnelles, très différentes de l'université classique. Et qu'elle a su effectivement s'ouvrir à ces nouveaux publics, qui, je le rappelle, donc étaient exclus de l'enseignement supérieur. Parce que pour le coup, vous êtes, salarié à temps plein, vous pouvez venir que les cours du soir, ou du jeudi après-midi, ou du samedi. Effectivement, Vincennes, elle va travailler jusqu'à tard le soir, jusqu'à 21h. Les cours du soir étaient pleins. Le samedi était plein. Vous voyez, je veux dire. Alors, tout ça, ça renvoie à des choses très intéressantes aussi au fait que, si vous voulez, à l'époque, peut-être faut rappeler ces éléments de contextualisation, le pourcentage d'une classe d'âge qui arrive au bac, c'est 20%. Et donc, entrer à l'université, c'est quand même participer, c'est un privilège, en fait. C'est pouvoir accéder au savoir, c'est pouvoir éventuellement s'émanciper, grandir, etc., etc. Donc ça n'a pas le même sens aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, effectivement, on a 80% d'une classe d'âge quasiment qui a le baccalauréat. Donc ça, c'est deux éléments très importants. Donc d'une part, les non-bacheliers, disais-je, d'autre part, donc, les étudiants salariés. Sachant que l'apport notamment de ces salariés, c'est quelque chose de très important, parce que ça va rompre, si vous voulez, le rapport académique, ordinaire, pédagogique. Parce que, bien évidemment, ce n'est pas la même chose quand vous enseignez à des gens qui sont tout jeunes, frais évolués du bac, et quand vous enseignez à des salariés qui ont un peu de bouteille et qui peuvent parler de leur métier et qui peuvent apprendre des choses aux enseignants. Et ça, d'ailleurs, ça va être pour les enseignants. Alors, par exemple, le département de sciences d'éducation est tout à fait typique, dans lequel a enseigné Guy Berger. C'était un département de professionnels, quoi. Et là, les enseignants se mettront au service, en quelque sorte, des étudiants.
puisque ces étudiants, ils apportaient la matière, ils apportaient le dehors en quelque sorte. Hein. Donc ce n'était pas à l'enseignant d'apporter le savoir, mais de permettre à l'étudiant d'opérer une reprise réflexive de son savoir. Et ça, c'était vécu vraiment comme une parenthèse enchantée pour beaucoup de ces étudiants, qui au passage, ça c'est aussi un autre phénomène très important, comme la plupart étaient salariés, ils n'avaient pas nécessairement le souci de trouver un emploi. Aujourd'hui, le stress de nos étudiants post-bac, etc., c'est terrible, ça a des effets, si vous voulez, absolument hallucinants, quoi. Hein, le réalisme professionnel auquel on leur incite à avoir dès la troisième très très tôt, fait que souvent ils se disent non, je ne vais pas faire telles études parce que finalement je ne sais pas si ça va déboucher vers un métier, vers un emploi, quoi. Donc ça c'est un élément très important à rappeler. Hein. Donc non bachelier, salarié, plutôt âgé et plutôt finalement assez libre avec la question de l'emploi. Hein. Alors à l'époque, autre variable contextuelle, on n'avait pas le même taux de chômage qu'aujourd'hui. Et donc, je ne sais pas, moi, au début des années 70, vous pouviez très facilement démissionner le soir et retrouver un emploi le matin. Et il y avait une liberté absolument extraordinaire. Et là, une liberté, si vous voulez, qui était fondée, temporellement, quoi, concrètement, économiquement. Alors, autre élément qui est très important dans en quelque sorte, dans la fortune sociale de Vincennes. Alors, au passage, quelques chiffres. Vincennes est créé pour 7000 étudiants. À la fin, elle en a 32 000. C'est pour vous dire la fortune sociale de cet établissement, qui répondra vraiment à une demande sociale extraordinaire. Hein, vraiment, il faut... Voilà. Et c'est ça l'utilité de Vincennes. Hein, voilà. On a 32 000 étudiants, on a des étudiants, ils viennent, voilà. On répond à une demande sociale. Hein, c'était une formidable démonstration par les chiffres, quoi. Alors, un autre public aussi va être très important à Vincennes, les camarades en ont déjà parlé, mais je vais peut-être y revenir, c'est celui des étudiants étrangers. Alors, les étudiants étrangers, dans l'université française, habituellement, ils occupent une position très marginale. À Vincennes, ils formeront de 40 à 45% du public. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 45%. Et en fait, Vincennes, très rapidement, devient l'université la plus étrangère de France. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle est encore aujourd'hui. Alors c'est très intéressant, les étrangers. Pourquoi ? Parce que ce public va permettre aux Vincennois de développer des formations, des diplômes, qui n'étaient en quelque sorte pas nécessairement avec des débouchés professionnels français. Et là, typiquement, vous voyez le CAPES et l'agrégation, les conditions de nationalité pour accéder à ce genre d'emploi, eh bien, les étrangers, les étudiants étrangers, étaient beaucoup plus disponibles pour effectivement aller dans des formations qui ne débouchaient pas nécessairement du côté des concours de la fonction publique, mais qu'ils pouvaient éventuellement ensuite utiliser en retournant dans leur pays. Et donc beaucoup de formations, déjà le phénomène est encore classique aujourd'hui et bien visible aujourd'hui, cette population étrangère a permis à beaucoup de formations, de spécialités relativement marginales de naître et de se développer. Vous voyez, donc ça c'est un élément extrêmement important qu'il faut avoir en tête. Hein, voilà. Parce que, encore une fois, on retrouve une espèce de conservatisme structurel de l'université française, très fortement déterminé, donc par des carrières nationales. Voilà, donc ça c'est important, donc étudiants étrangers. Alors, autre phénomène aussi intéressant, ces étudiants étrangers vont être aussi une formidable source d'enrichissement pour les enseignants. Parce qu'effectivement, les étudiants étrangers, c'est aussi une fenêtre ouverte sur le monde. Hein, pour les anthropologues, pour les économistes. Et si vous regardez par exemple les thèses qui ont été soutenues dans cette université, vous verrez qu'effectivement, qu'est-ce que faisaient ces étudiants étrangers ? Eh bien, ils étudiaient souvent leur pays. Et ils enseignaient en quelque sorte à leur directeur, ils leur disaient voilà, boire d'Algérie, ça se passe comme ci, etc., etc. Donc il y avait une dynamique des savoirs liée donc aux caractéristiques de la population vincennoise, relativement atypique, qui ont été, d'un point de vue scientifique, extrêmement intéressantes et extrêmement enrichissantes. Alors,
Donc cette variété de la population, oui, va aussi permettre donc le développement de nouvelles disciplines. Alors ça c'est important donc de replacer l'histoire de Vincennes dans l'histoire des disciplines académiques. J'ai dit précédemment que Vincennes c'est le lieu où se développent de nouvelles disciplines. Et effectivement, et le processus s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui, ces nouvelles disciplines ont pris de plus en plus d'importance. Et par exemple des disciplines plus classiques, comme l'histoire par exemple, comme la philosophie ou comme les lettres, ont vu leur poids démographique réduire de plus en plus. Hein. Donc c'est important aussi, notamment donc, dans le cadre de cette initiative là, qui nous réunit, de se dire, oui, effectivement, quel genre de formation, quel type de niche peut-être faut-il développer. C'est-à-dire, il existe déjà un enseignement supérieur des universités. Vincennes, en quelque sorte, va se mettre à la marge. Hein, c'était une université d'ailleurs qui revendiquait sa marginalité. Elle avait un public aussi assez marginal, dont on pourrait dire d'ailleurs qu'il est à peu près l'antithèse de celui des classes préparatoires. C'est-à-dire que, vous voyez, dans les classes préparatoires, vous avez plutôt des élèves jeunes, fortement dotés scolairement, avec des mentions, généralement français, etc., et non salariés. À Vincennes, c'était à peu près, c'était l'inverse. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose. Donc, ce que je vous invite ici à penser concernant cette université, c'est, à quelle demande sociale, émergente, disciplinaire, intellectuelle, on peut répondre. Hein. Chose que l'université classique n'est pas nécessairement bien dotée, si vous voulez, pour y répondre. Voilà, donc Vincennes va permettre à de nouvelles disciplines de se développer, va ouvrir, l'esprit et, l'espace des possibles pour beaucoup de personnes, hein, parce que, effectivement, donc, elle permettra à tous ces salariés, notamment, donc, de sortir de leur vie ordinaire. Alors, autre chose, je voudrais revenir sur la question des étudiants étrangers. Vincennes, c'est sans doute une des universités françaises dont le rayonnement international est le plus important. Et ça, c'est vraiment lié aussi à son recrutement initial, parce que, elle sera cette espèce de fenêtre ouverte sur le monde, qui en même temps, ça posera des problèmes. Alors, ce qu'a dit Guy à propos de, pas de prérequis, on laisse rentrer les étudiants étrangers, il l'a présenté de manière positive, mais je ne vous cacherai pas qu'enseignant dans cette université aujourd'hui, c'est aussi difficile. C'est-à-dire qu'effectivement, on apprend le français en s'immergeant et en fréquentant des Français, et heureusement qu'il existe des initiatives en ce sens, là, de socialisation, mais c'est aussi un véritable problème qui ne se résout pas aussi facilement que ça. Alors oui, je voudrais pour conclure peut-être souligner une chose qui n'a pas été dite et qui je pense devrait vous intéresser, qui a été dite mais je voudrais la souligner, c'est la question de la précarité. Parce que, en fait, comme Vincennes va s'ouvrir à de nouvelles disciplines, de nouvelles formations, au début, donc, il n'y avait pas d'enseignants. Et donc, on va aller chercher des chargés de cours, des précaires, des professionnels. Et donc, au milieu des années 70, à peu près 60-70% des enseignements sont assurés par des précaires. C'est très important, Et donc, si vous voulez, Vincennes est une très belle expérimentation, mais elle a aussi, la variable d'ajustement, en quelque sorte, c'était aussi cette très importante précarité. Alors ces gens-là, bien évidemment, vont se battre pour être titularisés, ils vont se battre pour qu'on crée des sections de CNU, je ne sais pas, par exemple, correspondant au cinéma ou nouvelles disciplines, etc. Mais ça, si vous voulez, ça va être un ferment politique et de vie aussi interne très intense. Alors là, je parle des enseignants, mais on peut aussi parler, bien évidemment, des personnels administratifs et techniques. Eux aussi, il y avait un très fort volant de précaires. Et il faudra attendre en fait les années 80 pour que finalement tous ces gens-là finissent par être titularisés, du moins ceux qui étaient encore là, en fait. Donc ne pas oublier que Vincennes, c'est aussi, ça a marché à la précarité, et que sans doute aussi cette institutionnalisation des nouvelles disciplines, le fait qu'on crée des statuts pour les contractuels type CNRS, ça a contribué peut-être aussi finalement à normaliser cette institution. Pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est que Vincennes a été une réussite parce qu'il me semble qu'elle a vraiment su répondre aux aspirations de son temps.
et notamment, si vous voulez, de toute la génération post-68 qui a vécu toutes ces remises en cause et qui a trouvé vraiment le lieu, je crois, pour se recycler, changer de vie, respirer, opérer une espèce de reprise réflexive de soi-même et faire un pas de côté. Et là, par exemple, le film de Virginie Linard, L'Université perdue, donc je vous invite à voir. Voilà, vous avez beaucoup de témoignages qui montrent ça de manière assez exemplaire. Alors Vincennes, c'est ça. Vincennes, c'est aussi peut-être, donc comme je le disais, l'endroit où s'inventent de nouvelles disciplines et surtout peut-être un nouveau rapport au savoir. Hein, un nouveau nouage entre savoir et pratique. Et peut-être que justement, par exemple, les disciplines artistiques sont assez caractéristiques de ça. Voilà, c'est un lieu où il y a une mutation du savoir, du rapport à soi-même. Bon, ce qui est aussi le lieu d'une université, ça sert à ça, hein, normalement, théoriquement. Quoi. Et je crois que Vincennes a été une espèce de laboratoire de la modernité. Donc c'est pour ça que l'histoire de cette université est intéressante, tout simplement parce qu'elle a une histoire, en fait. Et pourquoi Vincennes a une histoire? Je vais conclure là-dessus. Tout simplement parce que je crois que des gens ont essayé d'y être libres, en fait. Hein, c'était Chamfort, je crois, qui disait, oui, seuls les peuples libres ont une histoire. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une histoire à Vincennes. Parce que des gens se sont réunis et ont tenté de faire quelque chose ensemble, quoi. Et c'est pour ça que cette histoire est fascinante, c'est pour ça qu'il y a des livres là-dessus. Mais, dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que, voilà, ces gens-là ont essayé de faire leur propre histoire, hein, voilà, hein. Mais en même temps, comme disait Marx, hein, citation, donc Marx qui était très à l'honneur dans cette université, souvenez-vous de Marx qui disait la chose suivante: les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement, dans des conditions choisies par eux, mais dans des conditions directement données et héritées du passé. La tradition de toutes les générations mortes pèse d'un poids très lourd sur le cerveau des vivants. Fin de citation. Yes. Le centre expérimental de Vincennes, hein, une faculté de l'université, le centre expérimental, qui est resté pendant 10 ans, avant de trouver une université soi-disant classique. Et donc je suis rentrée au centre expérimental de Vincennes en novembre 1969. Alors pourquoi je suis rentrée en novembre 1969? À l'époque je m'appelais Monique Yazid Dantal. Je suis rentrée à Vincennes parce que j'avais été très engagée en mai 68 lors de l'occupation de la Sorbonne, et que pour moi il allait de soi que cette expérience que recherchaient un certain nombre de personnes de nouveaux rapports enseignants-enseignés, elle était tout à fait possible à Vincennes, et c'est pour cette raison que je suis allée à Vincennes. Il se trouve qu'en même temps, comme Vincennes recherchait des personnels administratifs, j'ai eu la possibilité de rentrer comme secrétaire. J'étais à la fois secrétaire, étudiante, et ce qui était caractéristique pour moi de l'expérience que j'ai vécue à Vincennes, pour être très rapide par rapport à ces nouveaux rapports enseignants-enseignés, c'est que quand on rentrait dans un cours à la fac, on savait qui était enseignant, qui était étudiant, qui était personnel administratif. On était tour à tour, un peu tous. Et ça, c'est aussi parce que moi, je travaillais donc au départ, j'ai travaillé comme secrétaire au département art, qui concernait 4 sections, cinéma, musique, théâtre, art plastique. On était 2 secrétaires. Et ensuite, progressivement, vu la foule d'étudiants, on a demandé ces 2 secrétaires à avoir une secrétaire par département, tellement il y avait de nous. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et en fait, la question de la mise en application des nouveaux rapports enseignants-enseignés et qui s'est étendue au personnel administratif et même à des personnels d'ailleurs du Resto U, qui étaient tous donc des salariés étrangers, c'est qu'on avait décidé de fonctionner en autogestion. Alors je ne dis pas tout Vincennes, hein, je dis un certain nombre de départements qui ont été très actifs dans la volonté de rechercher comment on pouvait fonctionner ensemble. Et ce fonctionnement en autogestion faisait que les enseignants faisaient des permanences d'accueil des étudiants, traitaient les dossiers, et pas uniquement sur des questions d'équivalence, hein, qui auraient pu
peut-être simplement le domaine enseignant, que les étudiants faisaient aussi tour à tour du travail de personnel administratif et d'enseignants, et que nous, les personnes administratives, par l'expérience, on s'était formés à faire le travail d'enseignement. Et justement, parce que l'objectif n'était pas d'accumuler des connaissances, l'objectif c'était de faire vivre et de réaliser ce qu'à travers le partage des expériences communes, on pouvait vivre de nos libertés et apporter donc à l'ensemble de la société, compte tenu que pour nous, cette expérience de liberté n'était pas cantonnée à un milieu fermé, elle s'exportait inévitablement sur l'extérieur, en allant rechercher des contacts avec des salariés dans les entreprises, en faisant des sittings, en fait, toutes sortes d'expériences qui faisaient qu'on n'a jamais pensé à ce moment-là, en tout cas moi c'est les expériences que j'ai vécues, bien sûr, on n'a jamais pensé s'enfermer dans personne, comme beaucoup trop souvent la presse nous présentait à l'époque. Alors ça, c'est pour dire que finalement, on ne recherchait pas des diplômes, on n'avait pas besoin de diplôme pour ça, pour cette expérience-là. Il y avait des étudiants qui effectivement venaient rechercher des diplômes. D'ailleurs, ça ne semblait pas être véritablement un problème, parce que souvent, quand ils voulaient des diplômes, ils allaient aussi parallèlement prendre des cours à la Sorbonne ou ailleurs pour valider aussi un certain nombre de diplômes. Bon, tout ça a changé évidemment au fur et à mesure de l'évolution de la fac, mais au départ, les diplômes n'avaient pas beaucoup d'importance. Franchement, ce n'était pas ce qui était recherché en priorité. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est que je ne suis pas tout à fait en accord avec l'analyse de Guy Berger, quand tu dis que finalement, le pouvoir central, le conseil de gestion, n'était pas dénoncé par rapport à la possibilité de faire fonctionner la fac. Moi, je pense que si. J'ai tout à fait l'expérience inverse, et je pense qu'au contraire, à partir d'un certain moment, le conseil de gestion, c'est-à-dire le président de l'université et le conseil, bon, avant qu'il y ait les trois conseils, un conseil de gestion, conseil scientifique et conseil des étudiants, le conseil ne pouvait plus se permettre simplement d'être un conseil de gestion. Il prenait inévitablement des décisions, ne serait-ce que par rapport au personnel administratif, puisque c'était quand même le conseil de gestion qui faisait passer les listes, y compris de promotion des personnels vis-à-vis des ministères. Et puis le conseil de gestion, il a été très très rapidement mis en cause par les luttes des personnels Athos, dont j'ai été une des actrices importantes à l'époque, qui était qu'à partir de 1971, on a fait des grèves parce qu'on n'était que des vacataires, les secrétaires, les techniciens, etc. Et on voulait avoir un statut au moins pour être payé à l'année. Ensuite, quand on a eu ça, on s'est débrouillé pour avoir on a fait des grèves pour avoir un statut de contractuel qui nous permettait au moins d'avoir une contractualisation tous les 5 ans de nos fonctions, parce que sinon, on était payé de septembre à juin, et on n'était pas payé pendant les vacances, ce qui était le cas de beaucoup d'enseignants aussi vacataires. Et puis après, on s'est débrouillé, effectivement, à partir de ce statut de contractuel, on s'est débrouillé pour faire en sorte qu'on puisse être titularisé, mais ça a été un mouvement national qui a fait qu'en 1979, le ministère, à partir de toutes les luttes qui se sont passées dans différentes universités de la part des Athos, on a pu aider des enseignants vacataires également, ça a été corollaire, ça a été ensemble, on a été titularisé en 1979 et il y a eu des listes qui ont été des listes, évidemment, à partir des dates d'entrée dans l'université sur le statut de vacataire. Et ça, le conseil de gestion, il a eu un rôle dans la sélection des personnes qui ont été titularisées, non pas dans la sélection des personnes titularisées, puisque c'était par année de rentrée, mais sur les niveaux des postes. Et notamment, le président de la fac Friou, à un moment donné, qui a été quand même, il ne faut pas oublier, séquestré par la fac. C'est en quoi je trouve que le film, justement, de Virginie Linhart n'est pas tellement... Sur ce plan-là, et masque beaucoup de choses, parce qu'on ne voit pas du tout le rôle qu'a joué à un moment donné le conseil de gestion, même dans le déménagement de l'université, pour que la fac aille à Saint-Denis, alors qu'elle était prévue pour aller à d'autres endroits, et que c'était la volonté aussi d'un certain nombre de personnels étudiants. Donc je trouve que là, ne pas mettre en évidence le rôle qu'a eu à un moment donné le conseil de gestion dans ce que moi je qualifie le processus de normalisation, qui était le processus classique du gouvernement, il n'y avait rien de surprenant,
parce que quand on arrache quelque chose à partir des luttes, c'est la même situation après, et effectivement, on n'avait plus le même rapport de force. Mais il n'empêche que je ne pense pas qu'on puisse dire que pendant toute la période de Vincennes, le pouvoir centralisé de la fac n'est pas rempli son rôle de pouvoir central. Il l'a fait, et souvent il l'a fait même dans des répressions vis-à-vis des personnels administratifs, qui étaient trop en pointe dans les luttes. Et deuxièmement, je pense qu'il faut périodiser peut-être ce qui était la volonté initiale du groupe qui a pensé Vincennes au moment du début de Vincennes, et ce qu'il est devenu ensuite, parce que pourquoi ce groupe initial des 10-12 personnes dont tu parles, Guy, il a laissé faire ce qui s'est passé après au niveau justement de la normalisation par le conseil de gestion, qui a été plusieurs personnes dans le temps. Hein. Moi, je dirais que ça a changé après Michel Beau. C'est-à-dire que, bon, Friou a été vraiment la caricature de la normalisation, mais avant Friou, il y avait eu aussi Merlin, le président Merlin. Donc je trouve que là, tout ce conseil de gestion, à un moment donné, il a pris des positions qui allaient à l'encontre même du projet initial et d'un certain nombre d'intérêts des personnels, des enseignants et des APUS. Voilà, donc ça c'est mon deuxième point. Et mon troisième point, c'est que... Non, je crois que j'ai tout abordé. Ouais, j'ai tout abordé. C'est bon. Voilà, merci. Je voudrais revenir sur 3 points. Le premier, celui sur lequel a insisté Charles Soulier, c'est qu'effectivement, Vincennes n'existe que parce qu'il y a une très forte demande sociale. Et je crois qu'il faut se retrouver en 68. Le grand point de bifurcation sociale, éducative, professionnelle, c'est le niveau brevet élémentaire. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, depuis la réforme Berthoin de 59, et pratiquement toutes les écoles, je dis bien les écoles, pas les grandes écoles, se recrutent au niveau brevet, qu'on soit laborantin, infirmière, dessinateur industriel, éducateur, instituteur, pendant très longtemps. C'est à partir de la classe du brevet qu'on entre dans le professionnel. Et c'est cette classe de gens qui ont souvent des formations professionnelles, justement, mais qui ont été exclus de l'université, qui vont être la première masse de salariés qui arrivent à l'université. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que, puisqu'on les recrute sur entretien, le mot le plus fréquent qui est utilisé par ces salariés, bacheliers ou non bacheliers, mais surtout non bacheliers, et qu'on repère aussi dans les services de l'assistante sociale de l'université, c'est le mot réparation. Les étudiants les travailleurs, c'est le mot de l'époque, qui ont été exclus de l'université par l'organisation du système même des formations professionnelles, viennent demander réparation du type d'orientation dans lequel on les a enfermés. Et ça, je crois que c'est un problème tout à fait important, qui nous amène à réfléchir finalement où actuellement se trouve la demande sociale, de quel type elle est et comment il est possible d'y répondre. Demande sociale d'ailleurs qui est aussi institutionnelle, un coup de chance, je dirais, de Vincennes, y compris enfermé dans les bois, c'est qu'à Créteil, il n'y a pas de rectorat. C'est-à-dire qu'il y a un institut d'académie qui joue le rôle de recteur, il n'y a pas d'école normale d'instituteurs, il n'y a donc aucune possibilité d'organiser des formations. Et Vincennes est à la fois honni par l'administration, et c'est en même temps à Vincennes qu'on envoie les gens qui sont demandeurs de formation, que ce soit dans les collèges et lycées en termes de discipline. On a évoqué le problème des bacs modernes, il faudrait évoquer aussi le problème de la formation des instituteurs spécialisés. Donc, il y a un vide institutionnel, et quand Andréotti parlait au fond du 93 et de son vide universitaire, s'inscrire dans des vides institutionnels et s'inscrire dans des demandes sociales apparaît comme une chose très importante. Le second problème qui me paraît fondamental,
dans ce qui a été analysé, c'est ce problème au fond du rapport entre théorie et pratique. Il est évident qu'à travers les départements comme les départements d'art, à travers la masse des salariés professionnalisés qui débarquent, le rapport théorie-pratique à Paris 8, Vincennes est tout à fait différent. On n'y enseigne pas de la philosophie, on y philosophe. Hein, et ça se traduit même conceptuellement dans un texte comme celui de Deleuze, quand il dit philosopher, c'est créer des concepts. On n'enseigne pas simplement l'histoire, on fait de l'histoire. Quand les syndicats du livre se heurtent au problème, au fond, très violent du passage de l'imprimerie par l'utilisation des casses au problème de l'offset qui transforme complètement le métier, on va à Vincennes pour étudier l'histoire, mais à faire en même temps du syndicat du livre, et vous avez à un moment donné une population qui est composée moitié d'apprentis historiens, moitié de syndicalistes, qui viennent effectivement pour produire collectivement au fond l'histoire. Il fabrique des départements de cinéma, c'est intéressant. Quand il est créé, c'est de l'enseignement du cinéma qu'on parle, et ce sont les profs de littérature qui doivent le faire. Ces enseignants sont renversés, remplacés par décision des étudiants par des professionnels du cinéma, et par conséquent, on n'y apprend pas du cinéma, on en fait. Et je dirais, c'est presque partout vrai dans tous les départements, hein, ce passage au fond où ce qui était uniquement transmission d'un savoir arrêté, et qui était très lié justement au problème du rapport au secondaire. Si on forme des profs aux déjà connus, aux déjà certains, à ce qui est parfaitement avéré, puisqu'on ne peut se permettre de transférer à de jeunes adolescents que des connaissances qui sont certaines. À partir du moment où on ne forme plus de profs, c'est-à-dire tout le problème au fond de la mobilité, du questionnement sur le savoir en train de se faire, surgit et émerge dans le système. Et par conséquent, ce rapport théorie et pratique, mais aussi ce rapport entre connaissances acquises et avérées et connaissances en train de se faire et recherches est complètement bouleversé par le modèle et par l'histoire de Vincennes. Maintenant, un dernier mot pour répondre à ma collègue. Je me suis sans doute mal exprimé. Ce que je voulais dire, au fond, c'est que pendant très longtemps, l'université est gérée conflictuellement. Il y a le conseil de gestion, avec l'ambiguïté de toute institution universitaire. C'est qu'elle est à la fois élue par l'université, mais une fois élue, elle devient intermédiaire, médiateur d'opérations du gouvernement. Un président de l'université est élu par ses pairs, mais ce n'est pas à ses pairs qu'il rencontre, c'est au ministère dont il devient l'agent. Donc, c'est vrai, je l'ai de tout conseil de gestion. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant très longtemps, le mouvement va être hors de ce conseil. Il y est quelquefois dedans, parce que certains membres du conseil représentent ce mouvement à travers les commissions, les syndicats, etc. Et par certains côtés, peut-être que le grand moment d'une espèce, non pas de déchéance, mais de transformation de Vincennes, c'est la loi Savary. C'est-à-dire au moment où on crée, en plus du conseil d'administration, un conseil de la vie universitaire et de la pédagogie, et un conseil de la recherche, qu'on travaille en forme de représentation de la totalité du système, et que par conséquent, la contradiction et le conflit entre le mouvement du réel et les problèmes de la gestion vont devenir en quelque sorte, vont s'effacer. On aura encore des crises, mais on n'aura plus sauf cette dialectique qui a été très importante. Et aussi le fait que vous disiez qu'il faut s'inscrire dans le vide. Et moi, je trouve qu'en France, il y a le vide dans les villes
dans les villes de moyenne importance, où il ne se passe plus grand-chose, où toute l'activité de la ville est concentrée à la périphérie, et que peut-être, ça serait intéressant d'examiner l'idée que cette université, elle puisse aussi avoir lieu, être éclatée dans ces endroits qui pourraient être Béziers ou Concarneau, où au centre-ville, il n'y a plus rien, même les marchés de Noël, il n'y a plus les gens parce qu'il n'y a plus aucune activité. Et que, je ne sais pas comment c'est possible, mais je pense que ça, c'est des idées que je lance, mais voilà, ça serait intéressant de travailler à ça aussi, quoi. Parce que c'est des endroits où l'université, elle est cruellement absente et où on en a énormément besoin, comme dans les cités aussi, bien sûr, mais voilà, dans la France excentrée, la France profonde, et aussi dans les villes de moyenne importance qui sont complètement exemptes. Dans le centre-ville est complètement exempt. Remettre à l'intérieur de ces centres-villes une activité universitaire, ça serait vachement intéressant, je trouve. Voilà. Je vais rebondir sur ce que j'ai expliqué. Cette spécificité de la scène, c'était le faire. Et je crois que là, ça pourrait être vraiment un modèle pour nous aujourd'hui dans le mesure où les étudiants, les jeunes gens, en tout cas, sont toujours en train de tenter de faire des choses. Ils sont actifs en tout cas. Et j'ai le sentiment, bon, moi je suis ici parce que j'étais à Vincennes aussi, élève de Jean-François Guettard en 78, quand c'est passé à Saint-Denis. Après j'ai quitté parce que les conditions étaient vraiment dures quand je suis arrivée à Saint-Denis. Et donc je suis rentrée à l'université, j'ai continué parce que je suis de Cour-des-États quand même. Et aujourd'hui, moi, je sens l'absolue nécessité de transformer ma manière d'enseigner. Après avoir, quand j'ai terminé, j'ai pu enseigner, j'ai eu un diplôme. Donc, en fait, j'ai enseigné à des gens qui n'avaient aucun diplôme. C'était au début de l'école du siècle de Chalon-sur-Marne, où on prenait les gens sans bac. Donc, j'avais une promo qui allait de 14 à 25 ans et j'en avais 27. Voilà, donc j'ai beaucoup appris d'eux, comme ils ont appris de moi, et j'ai inventé des méthodes qui, à l'époque, avec les moyens que j'avais, qui étaient formidables, qu'on n'a absolument pas à l'université, je pouvais vraiment inventer des trucs avec différentes méthodes. Et aujourd'hui, j'aimerais beaucoup remettre en question la manière de transmettre à l'amphi, voilà la position qu'on a là, par exemple, dans cette amphi-là. Et je crois qu'effectivement, il faudrait à nouveau que les étudiants fassent et qu'on fasse avec eux pour faire passer le concept. Voilà, je vais très rapidement parce que je crois que tout le monde va avoir faim, mais je pense qu'effectivement, on quitte une forme de pensée pour rentrer dans une autre, et que c'est pas pour autant qu'on doit abandonner l'idée de continuer à penser, on pense juste différemment, je crois. Et donc, je ne voudrais pas terminer ma vie complètement désespérée, mais par contre, je voudrais tenter de transmettre ce que j'ai appris, le mode de réflexion que j'ai appris, mais différemment. Et donc avec d'autres outils. Et en l'occurrence, je pense qu'il faudrait, il me semble, travailler avec l'image, avec le son, et le faire avec les étudiants qui sont une fois plus doués que nous, mais qui nous avons par contre quand même un certain passé et des acquis. Et ces acquis, c'est bien pouvoir quand même les partager. Et presque je dirais qu'au lieu de transmettre, il faudrait maintenant savoir partager avec ces gens-là, quels qu'ils soient. Effectivement, le changement public, le fait qu'on ait affaire à des étudiants plus âgés ou qui bossent déjà ou qui viennent d'ailleurs est un enrichissement formidable, ça c'est certain. Bon, merci à la Sénat et aussi aux personnes qui ont donné leur témoignage de cette pratique de Vincennes et que je trouve que c'est complètement dans les détails parce que notamment cette notion d'utilité et de demande sociale qui doit être prise en compte. Je crois que ça met beaucoup en perspective notre projet d'université volante parce que je me demande si toute cette demande de liberté qu'on avait et qui a été quand même, puisque moi j'enseignais
Saint-Cyr a fondé en 83, il y avait les mêmes valeurs que ça. Hein. Moi, j'étais prof de PS, j'enseignais l'expression toune, et je crois le premier cours dans une fac. Bon, après, il y avait la crèche aussi à Saint-Cyr, au début, il y avait des tas de choses. Et je vois que quand j'ai pris ma retraite il y a 5 ans, ce sont mes collègues qui ont supprimé, ça ne va pas dans le département de PS, ça clown, c'est au théâtre, bon voilà. Donc ça correspond quand même à une évolution des valeurs dans la société. Et je crois qu'actuellement, il y a une demande de recadrement, de sécurité, etc., qu'il va falloir prendre en compte nous-mêmes dans la Hollande, hein, parce que toute cette belle expérience, voilà, maintenant il y a une espèce de retour de bâton, il me semble. Hein, donc merci, parce que moi, maintenant, du coup, j'ai une autre vision des choses, et c'est vrai qu'on doit prendre en compte ça. Cette demande, notamment des diplômes, tout ça, j'avais pas, quand j'ai débuté dans ce projet, je